L'histoire des Juifs de France, votre série revient pour un nouvel épisode pour notre plus grand bonheur. Comme tous les matins sur Radio J, nous poursuivons notre portrait du peintre Marc Chagall. Après son enfance passée à Vitebsk, nous avons parlé de son séjour à Saint-Pétersbourg, puis de son arrivée à Paris qui va bouleverser son existence. En 1914, Chagall se rend à Berlin, en Allemagne, puis retourne à Vitebsk. Mais la Première Guerre mondiale se déclare, l'artiste ne peut pas rentrer à Paris. Et c'est donc dans la Russie tsariste, Christophe, que Chagall va être témoin de nombreux bouleversements. Oui, sur le plan personnel, tout d'abord où Chagall épouse Bella Rosenfeld, un moment de joie symbolisé par plusieurs tableaux de la période, notamment l'anniversaire où un Chagall flotte dans les airs, embrasse son épouse, elle aussi détachée du sol et qui tient un bouquet de fleurs entre les mains. Voilà une très belle image pour une Saint-Valentin. Alors Philida, qui naît d'ailleurs en 1916, mais ses bonheurs sont éphémères car Chagall est bien sûr préoccupé par la guerre. L'antisémitisme frappe la Russie tsariste, ce qui n'est hélas pas nouveau, mais prend une nouvelle forme, car les Juifs sont accusés d'espionnage au profit de l'ennemi allemand. Ils assistent au mouvement des troupes des populations chassées des lignes de front en 1914 et 1915, comme l'histoire se répète. Hélas, parfois, lui-même est mobilisé, mais échappe au combat, car il travaille dans un service d'intendance à Saint-Pétersbourg. Les ravages de la guerre lui inspirent une série de dessins à l'encre de Chine. Des soldats blessés qui ont perdu un œil, des femmes qui pleurent le départ de leur conjoint au front, des paysans et des personnes âgées qui fuient la guerre avec quelques affaires. Oui, Chagall qui peint aussi les rabbins de Vitebsk, des violonistes. Il apparaît également la figure du juif errant, homme âgé avec une canne, son baluchon sur l'épaule, pauvre et vagabond, il cherche un refuge. On retrouve cette figure du juif errant, par exemple, dans la toile au-dessus de Vitebsk. Voilà, c'est le symbole en fait du judaïsme, évidemment, frappé dans sa chair. D'ailleurs, la famille de Chagall, pendant cette période, va offrir l'hospitalité à de nombreux juifs expulsés, perdus, errants dans les rues et les villages, sans le moindre sou et de manière générale. Les années 1915-1916 le marqueront, c'est ce qu'il écrira quelques années plus tard dans son autobiographie Ma vie. Des militaires, moujiks en bonnet de laine, chaussés de laptis, passent devant moi, ils mangent, ils puent, l'odeur du front, l'haleine fort du tabac, des puces. En février 1917 éclate la première révolution russe. L'empereur Nicolas II abdique. C'est la fin de l'Empire et du tsarisme. Quelques mois plus tard, en octobre, une autre révolution voit cette fois l'arrivée au pouvoir des bolcheviks et de leur leader Lénine. C'est la création de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. C'est aussi le début de la guerre civile russe. Elle va durer jusqu'en 1922 au moins. On en parle assez rarement et pourtant, c'est au cours de cette guerre, cette longue guerre, que les Juifs vont être victimes d'une flambée de pogroms dont les chiffres avancés par les historiens donnent une idée de l'ampleur de ces persécutions. Au moins 100 000 personnes tuées, 200 000 blessés et invalides, des dizaines de milliers de femmes violées, 300 000 orphelins dans une communauté de quelques 5 millions de personnes. Là encore, Chagall est aux premières loges témoin de ces tragiques événements et ces horreurs sont présentes dans son travail. Par exemple, il va peindre à 2 reprises un cimetière juif. La fin de la guerre est synonyme pour Chagall d'euphorie créatrice. En tout cas, il obtient la nationalité russe, il devient commissaire des Beaux-Arts de Vitebsk et gère la vie artistique. Il organise des expositions et prend la direction de la nouvelle école d'art de la ville. On y apprend le dessin, la peinture, les arts appliqués, l'imprimerie, la broderie, la menuiserie, mais selon les règles fixées par le pouvoir bolchevique. Et voilà comment Chagall, qui n'a jamais fait de politique, devient un artiste au service de la révolution russe, avec pour idée d'ouvrir tous les arts aux masses populaires. Mais assez rapidement, des conflits éclatent sur le style qui doit dominer au sein de cette école et en fait sur le projet artistique. Chagall n'est pas dirigiste et très vite, les suprémacistes, c'est comme ça qu'on les appelle, emmenés par le peintre abstrait Malevich, qui ont une conception géométrique de l'art, il faut bien l'avouer, assez ennuyeuse, très différente de celle de Chagall, prennent le pouvoir au sein de l'école. Et de retour du coup d'un voyage à Moscou, Chagall apprend que l'école a été rebaptisée Académie suprémaciste et qu'il est chassé et remplacé par le nommé Malevich. Chagall repart à Moscou, très proche des écrivains et des artistes yiddish. Il est invité par le metteur en scène Alexis Granovski, fondateur du théâtre d'art juif, à réaliser des décors cette fois. Dans l'un des tableaux, Introduction au théâtre de chambre juif, il se représente en train de donner sa palette au directeur du théâtre, entouré des comédiens de la compagnie. Et d'ailleurs, on pourrait sans doute y reconnaître un Solomon Miroels, qui avait été effectivement un acteur très connu yiddish et qui aura un destin tragique par la suite à la fin des années 40 sous Staline. Après un séjour à Berlin, Chagall lui revient à Paris en 1923, il a 36 ans,
ça y est, sa carrière décolle, il est exposé aux États-Unis et il fait la connaissance du marchand et éditeur Ambroise Vollard qui va lui passer plusieurs commandes. D'abord 30 gouaches et 100 eaux-fortes pour les fables de La Fontaine, puis 118 eaux-fortes pour les âmes mortes de Gogol. Mais la commande la plus importante, c'est une série d'illustrations de la Bible. Il commence d'abord par peindre 40 gouaches préparatoires destinées à la Genèse et à l'Exode. En 1931, Chagall est invité par le maire de Tel Aviv, Meir Dizengoff, à présider le comité artistique pour la création d'un musée national d'art juif. Chagall découvre alors la Palestine sous mandat britannique. Il se rend à Haïfa, Safed, Jérusalem, visite les synagogues. Ce premier des 8 séjours passés en Israël est un émerveillement, on peut le dire, pour Chagall. Il écrit « On sent quelle culture puissante a germé ici dans le passé. Si elle est destinée à être ressuscitée, elle sera une des plus riches sur la terre. » Le passage au Kotel à Jérusalem va aussi lui inspirer des œuvres et ces mots, là, au loin, vont et reviennent vers le mur des lamentations des juifs barbus vêtus de bleu, de jaune, de rouge, coiffés d'un bonnet de fourrure. Nulle part vous ne serez si désolé et si heureux en voyant cette masse millénaire des pierres et de la poussière de Jérusalem, de Safed, des monts où sont enterrés prophètes sur prophètes. Cette découverte de la Palestine britannique va l'inspirer dans sa représentation des prophètes d'ailleurs et des épisodes de l'Ancien Testament. Il représente Abraham et son fils Isaac, une scène de la fête de Pessah ou bien encore le mur des lamentations, le Kotel. Et oui, le projet des illustrations de la Bible, en fait, qui va occuper Chagall pendant près de 25 ans, et celui qui décrit le texte sacré comme la plus grande source de poésie de tous les temps, travaille sur une série d'eaux fortes. Alors, il va mettre ce travail entre parenthèses pendant la guerre qui suivra et le reprendra lors de son installation dans les Alpes-Maritimes au début des années 50. En 1937, Chagall obtient la nationalité française, enfin, ce qui est une fierté pour cet artiste qui s'inquiète cependant de la montée de l'antisémitisme en Europe. Cela se ressent dans son travail d'ailleurs, notamment avec la figure du crucifié qui devient le motif central de ses œuvres. Et plus de 365 œuvres effectivement comportent ce motif. Chagall qui n'a pas commencé à peindre des crucifixions qu'à cette période, puisqu'on trouvait déjà le motif du crucifié en 1912, mais la montée des périls fascistes replace ce sujet au centre de son travail, avec les marques de la piété juive, le châle de prière, la ménorah, les phylactères. Et en fait, Chagall veut délivrer tout simplement un message. En utilisant l'image du Christ juif crucifié, que l'on trouve bien sûr chez les chrétiens, il veut alerter ces derniers, les chrétiens en priorité, de la réalité de la persécution des juifs par les nazis. En quelque sorte, représenter le Christ crucifié, c'est symboliser le martyre des juifs dans les années 30. Dans la crucifixion blanche, peinte à la fin des années 1930, on voit d'ailleurs autour de cette œuvre, le Christ crucifié, un homme en train de mettre le feu à une synagogue, allusion à la nuit de cristal de novembre 1938, au cours de laquelle un pogrom est commis contre les juifs d'Allemagne. Et dans cette scène, effectivement, c'est à mon sens l'une des plus belles œuvres de Chagall. Les rouleaux de la Torah sont arrachés. Dans une autre scène, un groupe attaque un village en flammes avec des drapeaux rouges qui accompagnent les assaillants. L'un d'eux semble tenir une faucille. Bah oui, Ilana, parce que quand Chagall dénonce l'antisémitisme, il ne dénonce pas que l'antisémitisme nazi, il dénonce aussi l'antisémitisme soviétique. Et là aussi, il est très en avance pour l'époque, parce que peu encore veulent voir la réalité en Allemagne nazie, mais pas plus veulent voir non plus la réalité en Union soviétique. Eh bien, merci beaucoup Christophe. Donc, pour la suite de cette série consacrée à Marc Chagall, un deuxième partie dans le cadre de notre feuilleton L'histoire des Juifs de France, nous verrons au prochain numéro le destin de l'artiste justement pendant la Seconde Guerre mondiale, avec donc cet antisémitisme qui frappe très fortement l'Europe.